Les lustres en cristal de la salle de bal de la maison Palmer auraient dû sembler magiques. Ils semblaient simplement pesants. L'air était saturé de l'odeur des gardénias et de parfums coûteux, et le bourdonnement sourd de 60 de nos amis et parents les plus proches était censé être la bande-son de mon bonheur. Ma main gauche me paraissait étrangement légère. J'avais retiré ma nouvelle bague de fiançailles pour éviter que de la garniture de pâtisserie ne se loge dans la monture, et son absence était une petite démangeaison persistante. Daniel était à l'autre bout de la pièce, riant avec un groupe de ses copains d'université, les bras passés autour de l'épaule de son père. Il était parfait enfin, parfait pour Emily Lawson, étoile montante chez Fitzgerald Reed Architects, et Daniel Wright, l'analyste financier charmant et fiable issu d'une bonne et solide famille de Chicago. C'était une union que tout le monde approuvait. Je pris une gorgée de champagne, laissant les bulles chasser un frisson de nervosité que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. Mesdames et messieurs, lança le père de Daniel, Robert, en tapant sa fourchette contre son verre. Le bourdonnement s'atténua. Si je peux avoir votre attention, je sais que nous sommes ici pour célébrer Daniel et Emily, mais ma fille Jessica m'a harcelé toute la nuit pour avoir un moment pour parler. Il leva les yeux au ciel avec une affection théâtrale. Alors pour préserver ma paix, je lui laisse la parole. Un rire poli suivit. Jessica, la sœur aînée de Daniel de 5 ans, se leva, lissant sa robe fourreau. Elle avait les mêmes cheveux blond sable que Daniel, mais là où les siens étaient chaleureux, les siens étaient sévères, tirés en un nœud serré. Son sourire était large, exercé. « Merci, papa, dit-elle, sa voix portant sans effort. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Jessica, celle qui a eu le bon sens de donner à mes parents leur premier petit enfant. » Plus de rire. Elle leva sa flûte à champagne. J'attends ce jour depuis longtemps. Accueillir une nouvelle femme dans la famille Wright est un événement majeur. C'est plus qu'une simple question d'amour, c'est une question de continuité. C'est une question de responsabilité. Quelque chose dans son ton fit tourner le champagne dans mon estomac. Je vis le sourire de Daniel se crisper légèrement. Notre famille, continua Jessica, balayant la salle du regard, a certaines traditions, des valeurs qui nous ont soudés. Ma mère, elle fit un signe de tête vers Eleanor, qui était assise avec un sourire serein, a été le pilier absolu de cette famille, le ciment. Et alors que Daniel fait entrer Emily dans notre cercle, je veux juste partager quelques espoirs pour notre avenir. Daniel croisa mon regard et fit un léger haussement d'épaule impuissant, comme pour dire, c'est juste Jessica qui fait du Jessica. Emily, dit-elle, tournant toute son attention vers moi. Le regard de la salle suivit. Nous sommes ravis que Daniel ait trouvé quelqu'un d'aussi accompli. Mais une famille comme la nôtre repose sur plus que des plans et des réunions de clients. Un petit rire vint de l'une des tantes de Daniel. J'ai hâte de vous voir à nos dîners de famille traditionnels du dimanche. Maman aurait bien besoin d'aide en cuisine. Ces recettes sont un rite de passage. Et bien sûr, reprendre la gestion des comptes du ménage pour maman et papa sera un tel poids en moins sur leurs épaules. C'est ainsi que nous apprenons tous les rouages. Vous savez, les petites choses, se souvenir de l'emploi du temps de golf de papa, s'assurer que les déjeuners de charité de maman sont inscrits au calendrier familial, être la personne de référence pour les communications familiales. Ce sont ces actes de service qui nous lient véritablement. La salle était maintenant plongée dans un silence absolu. Le tintement d'une fourchette quelque part résonna comme un fracas. Je sentis une bouffée de chaleur monter dans mon cou. Ce n'était pas un toast, c'était une description de poste, une proclamation publique et non négociable de ma subordination. Daniel fixait son assiette. Il ne me regardait pas. Jessica leva son verre plus haut. Alors, voici à Emily. Puissiez-vous embrasser le rôle magnifique et gratifiant d'être le cœur de la famille Wright, tout comme notre mère l'a été. Nous avons hâte de vous voir pleinement intégrée. Elle prit une gorgée. Quelques bravos éparpillés et incertains suivirent. La plupart des gens semblaient simplement stupéfaits ou embarrassés. Tout le sang qui était monté à mon visage se mua en un œuf froid et dur dans ma poitrine. La chaleur de la pièce s'évanouit. Je posai ma flûte à champagne sur la table avec un clic précis et silencieux qui résonna à mes propres oreilles. Je me levai. Mes jambes semblaient solides, cela me surprit. Jessica, dis-je, et ma voix était claire, calme, et portait tout aussi bien que la sienne. C'était ma voix de réunion de projet, celle que j'utilisais avec les entrepreneurs têtus. Merci pour cette vision détaillée de mon avenir.
Un rire nerveux s'éleva de quelque part. J'ai cependant 2 questions, continuai-je, penchant la tête comme si j'étais sincèrement curieuse. Premièrement, ces tâches spécifiques, la comptabilité, le service en cuisine, les tâches d'assistante personnelle pour tes parents sont-elles des traditions documentées de la famille Wright, ou sont-elles plutôt des attentes personnelles de ta part? L'air quitta la pièce. Le sourire de Jessica se figea, puis se craquela sur les bords. C'est ainsi que notre famille fonctionne. C'est la tradition. Je vois, dis-je en hochant lentement la tête. Ma seconde question s'adresse à Daniel. NFIN, je regardai directement mon fiancé. Sa tête se redressa brusquement, ses yeux écarquillés par une panique de cerf pris dans les phares que je n'avais jamais vus auparavant. Dans cette structure familiale proposée que Jessica vient d'esquisser, quel sera exactement ton rôle? Quelle responsabilité traditionnelle spécifique assumeras-tu pour nous lier et être le pilier de notre nouvelle unité familiale? Silence. Un silence profond, retentissant. La bouche de Daniel s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il regarda tour à tour moi, sa sœur, puis son père, qui fronçait maintenant les sourcils profondément. Je vais subvenir aux besoins, bien sûr, bafouilla Daniel, la voix faible. Et tu sais, soutenir la famille. Soutenir comment, demandai-je, mon ton restant d'une politesse létale. Émotionnellement? Logistiquement? En prenant en charge la moitié de la gestion de nos comptes domestiques? En apprenant les recettes de ta mère à mes côtés? Émilie, ce n'est pas le moment pour commença Robert Wright, sa voix étant un grondement sourd d'avertissement. Je pense que c'est le moment idéal, l'interrompis-je doucement, regardant toujours Daniel. Je viens d'entendre une offre d'emploi très spécifique pour ma vie de femme mariée. J'essaie de comprendre l'organigramme complet. La position de mon partenaire dans cette corporation familiale semble indéfinie. Daniel retrouva sa voix, mais ce n'était pas la bonne. Elle était apaisante, méprisante, anémique. Chérie, Jess est juste excitée. Elle se laisse emporter. Tu prends ça beaucoup trop au pied de la lettre. Pouvons-nous simplement profiter de la fête? Profiter de la fête. Ces 4 mots étaient un renvoi, une demande d'avaler l'humiliation publique et de faire l'aimable. Je regardais son visage, le visage que j'aimais, l'homme avec qui j'avais choisi de construire une vie, et je vis un étranger. Je vis un garçon qui était terrifié par la désapprobation de sa sœur, se cachant derrière un sourire faible. La clarté fut comme une eau glacée. Je n'élevai pas la voix. Je ne pleurai pas. Je pris simplement mon sac à main au dossier de ma chaise. Je pense avoir profité de tout ce que je pouvais, dis-je à toute la table mortifiée. S'il vous plaît, tout le monde, continuez à célébrer. Merci d'être venu. Et je sortis. Mes talons claquaient à un rythme régulier et décisif sur le sol de marbre. Je ne regardais pas en arrière. J'entendis un vacarme derrière moi, la voix de Daniel appelant mon nom, le ton plus aigu de Jessica, le bourdonnement croissant d'une conversation scandalisée. Mais tout cela s'estompa dans un rugissement étouffé derrière les lourdes portes de la salle de bal. L'air frais de la nuit sur State Street me frappa comme une gifle. Je hélai un taxi, mes mouvements étaient automatiques. Mon téléphone vibra dans ma pochette avant même que le taxi ne s'éloigne du trottoir. Daniel. Je le mis en sourdine. Il vibra encore et encore. Je fixai par la fenêtre le flou des lumières de la ville, les mots de Jessica tournant en boucle dans ma tête, le cœur de la famille, acte de service, intégré. Le trajet en taxi fut un flou. Mon appartement, celui que je possédais depuis 3 ans avant même que Daniel n'y passe une nuit, me sembla être un sanctuaire. Je me débarrassai de la coûteuse robe lavande, une couleur que la mère de Daniel avait suggérée, et enfilai un vieux sweatshirt de Northwestern. Mon téléphone s'était allumé avec cet appel manqué et une série de SMS. Daniel, 21h47, Émilie, allez. Où es-tu parti? Daniel, 21h49, tu as vraiment embarrassé ma famille là-bas. Daniel, 21h53, appelle-moi. Nous devons parler. Jessica se sent terriblement mal. Daniel, 21h55, tu sais comment elle est. Elle ne pensait pas à mal. Daniel, 22h01, c'est puéril. Reviens ou au moins réponds à ton téléphone. Je ne ressentais pas encore de colère. Je me sentais vide et profondément lucide.
Je remontais le fil de nos messages du début de la semaine, cherchant je ne savais pas quoi un signe que j'aurais manqué. Puis un nouveau SMS apparut. Pas de Daniel. Eleanor Wright, 22h15, Emily, ma chère, tu nous as manqué à l'after party. Le cœur de Jessica était à la bonne place, elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour la famille. Tu apprendras nos usages. Au plaisir de te voir officiellement commencer en tant que notre petite aide. Dors bien. Notre petite aide. L'espace vide en moi se remplit d'une rage froide et tranchante. C'était tellement condescendant, si assuré, comme si mon départ était un hoquet mineur, un incident temporaire dans mon inévitable assimilation. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris l'application Notes de mon téléphone. Je tapais un seul titre, point de conflit financier. Mon esprit, formé à résoudre des problèmes structurels, passa à une autre vitesse. L'émotion fut reléguée dans un compartiment bouillonnant, seul l'effet comptait. L'apport personnel. La maison de ville de Lincoln Park. Mon rêve. Nous l'avions trouvé ensemble. Le prix demandé était élevé. Mes économies de 6 ans d'heures brutales au cabinet de $120 000 couvraient l'apport de 20% et plus encore. Daniel avait contribué à hauteur de $2500, une combinaison d'un cadeau d'anniversaire de ses parents et de quelques-unes de ses propres économies. Laisse-moi au moins avoir l'impression de contribuer, avait-il dit avec ce sourire charmant. Le titre de propriété que nous étions allés signer ensemble, cela avait été un tourbillon. L'avocat, un vieil ami de Robert, parlait si vite. J'étais tellement concentré sur le chiffre final, sur l'excitation de la chose. Avais-je lu chaque ligne? J'avais vu nos deux noms. J'avais supposé qu'il s'agissait d'une copropriété. L'était-ce? Un doute écœurant se dénoua dans mes tripes. Le fonds de mariage. Mes parents étaient décédés il y a des années. Mon héritage, géré avec soin, était mon filet de sécurité et mon fonds de mariage. J'avais déjà versé des acomptes pour le lieu, le photographe, l'orchestre, tous des prestataires subtilement suggérés par Eleanor Wright. Daniel avait dit que sa famille couvrirait le dîner de répétition et la lune de miel. Ses contributions personnelles avaient été minimales. Il parlait de bonus de fin d'année, de planification future, de compte joint. Nous avions ouvert un compte chèque joint pour les dépenses communes. Chaque mois, nous y déposions automatiquement un montant égal. J'y avais insisté, voulant que tout soit moderne et équitable. Il avait accepté facilement. Trop facilement. J'ouvris mon ordinateur portable et me connectai à notre portail bancaire. Je scannais les transactions du compte joint. Courses, services publics, quelques bons dîners. Puis, le mois dernier, un transfert à J. Wright pour $1500. Motif, remboursement de prêt. Jessica. Daniel ne l'avait pas mentionné. Je cliquai plus loin en arrière. Un autre transfert plus petit 2 mois auparavant. Même motif. Mes mains étaient stables quand je saisis mon téléphone. Je n'appelais pas Daniel. J'appelais ma colocataire d'université, Chloé, qui était maintenant une avocate spécialisée en divorce féroce chez Klein Boer. Ça sonna 2 fois. Et M? Tu ne devrais pas être plongé jusqu'au cou dans le champagne et les canapés? Sa voix était enjouée. Chloé, dis-je, et la platitude de ma propre voix me fit sursauter. J'ai besoin d'un avocat. Pas pour un divorce, pour un pré-fiançailles. Le silence à l'autre bout fut total pendant un instant. D'accord, dit-elle, redevenue professionnelle. Parle-moi. Que s'est-il passé? Je lui racontai. Je récitai le discours de Jessica, mes questions, la réaction de Daniel, le SMS de sa mère. Je listais les points financiers, ma voix détachée, clinique. Quand j'eus fini, Chloé laissa échapper un sifflement long et lent. Waouh! Les Wright ont vraiment fait le coup des femmes de Stepford. Très bien, écoute. Ne réagis pas. Ne réponds pas à ces SMS par quelque chose d'émotionnel. Si tu dois répondre, sois un caillou gris, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. C'est tout. Lundi à la 1er heure, tu viens à mon bureau. Nous allons extraire l'acte de propriété. Nous allons geler tous les avoirs joints possibles. Et Émilie? Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Poser ces questions dans cette salle était la chose la plus courageuse et la plus intelligente que tu aurais pu faire.
Cela a forcé la vérité à éclater avant que tu ne signes un certificat de mariage. Maintenant, nous n'avons plus qu'à suivre l'argent. Je raccrochai. Le nœud d'anxiété dans ma poitrine se desserra juste d'un cran. J'avais un plan. J'avais une alliée. Un dernier SMS flasha sur mon écran. Daniel, 22h48, je suis devant ton appartement. Nous devons parler. Laisse-moi entrer, Émilie. C'est ridicule. Je marchai jusqu'à la fenêtre. Effectivement, son Audi tournait au ralenti au pied de l'immeuble. Je pouvais voir la lueur de son téléphone sur son visage. Je l'observais pendant une minute entière, l'homme que j'étais censé épouser, l'homme qui était resté silencieux pendant que sa sœur m'offrait une vie entière de servitude avec un verre de champagne en prime. L'homme qui me traitait maintenant de ridicule. Je n'envoyais pas de SMS en retour. Je fermais simplement les stores, marchais jusqu'à ma chambre et fermais la porte. Les coups frappés à la porte commencèrent quelques minutes plus tard, doux, puis persistants, puis frustrés. Je mis mes écouteurs, lançai un podcast et commençai à rédiger un email à mon agent immobilier concernant la valeur marchande actuelle des maisons de ville de Lincoln Park. Les coups finirent par s'arrêter. Le silence dans mon appartement n'était plus vide, il était plein d'une détermination sombre et clarificatrice. La fête de fiançailles était terminée. L'audit avait commencé. Les coups cessèrent juste après minuit. Le silence qui suivit fut plus oppressant que ne l'avait été le bruit. J'étais assise à mon îlot de cuisine, la lueur crue de mon ordinateur éclairant un verre d'eau à moitié vide et ma copie imprimée du contrat d'achat de la maison de ville. Le podcast avait été un tampon inutile, je n'en avais rien entendu. Mon esprit était un processeur acharné, tournant en boucle sur les mots de Jessica, le visage de Daniel et les colonnes froides de chiffres sur mon écran. Mon téléphone s'alluma avec un dernier SMS. Daniel, minuit 7, très bien, comme tu veux. Nous parlerons quand tu seras rationnel. Rationnel? Le mot fut une étincelle dans une pièce remplie de gaz. Je posai le téléphone face contre terre. Dormir était impossible. À 6 heures du matin, douché et vêtu d'un jean et d'un pull, je préparais du café quand une clé tourna dans la serrure de la porte de mon appartement. Tout mon corps se figea. Il avait toujours une clé. Bien sûr qu'il l'avait. Nous n'avions jamais discuté du fait qu'il la rende. La normalité de cet oubli semblait maintenant grotesque. Daniel entra, l'air dévasté. Sa chemise de la veille était froissée, ses yeux injectés de sang. Il tenait un plateau en carton avec 2 cafés de notre endroit habituel. Le geste familier, cette tentative de normalité, me souleva le cœur. Dit-il, la voix rauque. Je t'ai apporté un latte. Lait écrémé, dose supplémentaire. S'il te plaît, pouvons-nous juste parler? Il posa les cafés sur l'îlot, en poussant un vers moi. Je n'y touchais pas. Tu es entré de toi-même, déclarai-je, la voix plate. J'habite toujours ici, Émilie. La moitié de mes affaires est ici. Il passa une main dans ses cheveux. Écoute, à propos d'hier soir. Jésus, quel désastre. Je suis tellement désolé pour Jessica. Elle a ses idées en tête sur la façon dont les choses devraient être et elle déverse tout sur tout le monde. Elle se sent terriblement mal. Je m'appuyai contre le comptoir, croisant les bras. Vraiment? Oui. Elle m'a appelé en pleurant après ton départ. Elle a dit qu'elle essayait juste de t'accueillir, d'exprimer à quel point la famille valorise la cohésion. La cohésion, répétai-je. C'est comme ça qu'on appelle ça? Sa liste publique de mes futurs devoirs domestiques. Elle ne pensait pas ça comme une liste. Daniel soupira, l'exaspération perçant dans son ton. C'est juste sa façon d'être. C'est sa vision de la famille. Ma mère fait tout ça, et Jess pense que c'est comme un lien sacré. Elle essayait de t'y inclure. En annonçant à tous nos proches que je ferais la comptabilité de tes parents et que je serais la secrétaire sociale de ton père? Savais-tu qu'elle allait faire ça? Bien sûr que non, dit-il, mais ses yeux fuirent une fraction de seconde. C'était autant une surprise pour moi que pour toi. Vraiment, demandai-je doucement. Qu'est-ce que j'étais censé faire, explosa-t-il en levant les mains. Déclencher une dispute avec ma sœur au milieu de notre fête de fiançailles? L'humilier devant toute la famille. L'ironie était si épaisse qu'elle étouffait l'air de la pièce. Alors,
il valait mieux la laisser m'humilier, moi. Elle ne t'humiliait pas. Mon Dieu, Émilie, tu es tellement sensible sur ces sujets. Tu dois toujours tout transformer en manifeste féministe. C'était un toast mal formulé et trop enthousiaste. Je le fixais et l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 2 ans. L'homme qui avait loué mon ambition, qui avait dit aimer mon tempérament de feu. Maintenant, mon feu se résumait à être sensible, à transformer les choses en un manifeste féministe. Soyons clairs, dis-je, ma voix dangereusement calme. Tu penses que ces attentes que je travaille à plein temps comme architecte tout en devenant la gestionnaire domestique non rémunérée de tes parents ne sont qu'un toast mal formulé. C'est ta position officielle? Il se dégonfla, s'appuyant sur l'îlot. Des compromis, dis-je. D'accord, faisons un compromis. Si je gère le calendrier et les factures de tes parents, tu géreras les affaires de mes parents. Oh, attends, je ne peux pas. Ils sont morts. Alors peut-être que tu peux reprendre l'entretien et la planification de mon portefeuille de propriété d'investissement à la place. Cela semble être un échange équitable pour le travail émotionnel consistant à se souvenir des heures de départ de golf de ton père. Ce n'est pas juste et tu le sais, marmonna-t-il. Pourquoi? Parce que c'est un vrai travail avec de réelles conséquences financières? Parce que ce n'est pas du travail de femme. Arrête de déformer mes propos, trancha-t-il. C'est juste différent. Dans ma famille, les femmes s'occupent de la sphère domestique. C'est comme ça que ça a toujours été. Ça fonctionne pour eux. Et quelle est, demandai-je, la question que j'avais posée dans la salle de bal atterrissant maintenant dans l'espace froid et intime de ma cuisine, le rôle de l'homme dans cette sphère domestique? De quoi t'occuperas-tu, Daniel? Spécifiquement. Il resta silencieux un long moment. Je serai celui qui subit au besoin, dit-il finalement, mais cela sonnait creux, répété. Nous subvenons tous les deux aux besoins. Financièrement, de manière égale. Plus que de manière égale, si l'on regarde l'apport pour notre maison. Je laissais cela planer. Alors encore une fois, quelle responsabilité spécifique et tangible dans la gestion de notre foyer et des affaires de ta famille prendras-tu pour être un partenaire égal? Son visage se durcit. Je ne vais pas rester assis ici à me faire interroger avec une liste de corvées. Émilie, ce n'est pas une fusion d'entreprises. C'est un mariage, une famille. On se soutient mutuellement. On ne compte pas les points. Il n'y a pas d'équipe, cria-t-il, son sang-froid finissant par voler en éclats. Ce n'est pas toi contre ma famille. Pourquoi dois-tu tout rendre si binaire? Ne peux-tu pas simplement essayer pour moi? Ne peux-tu pas simplement accepter une partie de tout cela pour faciliter les choses? Les dîners du dimanche ne sont pas la fin du monde. Aider ma mère avec ses feuilles de calcul quelques heures par mois, ce n'est pas de l'esclavage. C'était là. Le cœur du problème. Accepter. Lui faciliter les choses. Mon fait d'aider essayer, mes compromis, le fait d'avaler ma dignité, c'était le prix d'entrée dans sa vie. La clarté était si brutale qu'elle en était presque apaisante. J'ai une question, dis-je, ma voix étant désormais dénuée de toute émotion. Le changement de sujet le déstabilisa. Il sia. Quoi? Pourquoi parles-tu de ça maintenant? Quel rapport avec tout cela? Réponds juste à la question, Daniel. Quand nous avons signé dans le bureau de l'ami de ton père, que dit l'acte? Il changea de posture, mal à l'aise. Toujours, dis-je simplement. Qu'en est-il des transferts de notre compte joint vers Jessica? Les $1500 le mois dernier. Celui d'avant. Remboursement de prêt. Tu n'as jamais mentionné que tu lui avais prêté de l'argent. Son visage pâlit, puis s'empourpra. Tu fouilles dans notre compte? Sérieusement? C'était privé. C'était des affaires de famille. Elle était dans l'embarras. C'est ma sœur. Et tu l'aides avec notre argent comme un sans me consulter? Ce n'est pas notre argent tant que nous ne sommes pas mariés, techniquement, rétorqua-t-il, une défense juridique désespérée prenant le dessus. Et c'était ma contribution au compte. Je peux en faire ce que je veux. Ainsi, ton apport de $2500 et tes contributions mensuelles sont à toi pour les dépenser pour les embarras de ta famille. Mais mon investissement financier bien plus important dans notre avenir est quoi? Une propriété communautaire à gérer selon les directives de ta sœur? Tu es incroyable, murmura-t-il en secouant la tête. Hier soir,
C'était ma sœur qui avait une grande gueule, et maintenant tu essaies de me transformer en une sorte de prédateur financier. Tu es paranoïaque. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Une alerte de calendrier, 11h réunion avec Chloé au bureau Klimboer. Daniel le vit. Ses yeux se plissèrent. Chloé? Tu vois ton amie avocate à notre sujet? Tu plaisantes? J'ai besoin de comprendre ma position juridique, dis-je en ramassant mon téléphone et mon sac. Puisque mon avenir semble être sujet à négociation par un comité, je ferais mieux de savoir ce que j'apporte à la table. Ta position juridique, répéta-t-il, atterré. Nous sommes fiancés. Nous sommes censés planifier un mariage. Tu parles à un avocat? Tu as refusé un contrat de mariage. Daniel, dis-je en me dirigeant vers la porte. Tu as dit que l'amour n'avait pas besoin de contrat. Il semble que tu te sois trompé. L'amour n'en a peut-être pas besoin, mais les traditions de ta famille en ont certainement besoin. Je reviendrai plus tard. J'aimerais que tu sois parti, et j'aimerais ma clé sur le comptoir. Tu me mets dehors pour ça? Je demande de l'espace et ma clé. Ou sinon, défia-t-il, un éclair du vieux Daniel confiant perçant à travers la panique. J'ouvris la porte et le regardai, debout dans la cuisine de la maison que j'avais achetée avant de le connaître, entouré de la vie que j'avais construite. Ou sinon je ferai changer les serrures aujourd'hui même, et j'appellerai l'ami de ton père, l'avocat immobilier, pour demander une révision très spécifique et très urgente de notre titre de propriété. À toi de choisir. Je n'attendis pas de réponse. Je refermai la porte derrière moi. Le clic du loquet fut un son définitif et satisfaisant. Le trajet jusqu'au bureau de Chloé en centre-ville fut un flou de ciel gris de novembre et de résolution d'acier. Le sentiment de vide avait disparu, totalement remplacé par une colère focalisée et électrique. Le bureau d'angle de Chloé n'était que lignes épurées et vue panoramique sur la rivière Chicago. Elle se leva à mon entrée, se passant de salutations. D'accord, parle. Que s'est-il passé après ton départ? Je lui racontai la visite de Daniel, la conversation mot pour mot du mieux que je pouvais me souvenir. Quand j'arrivai à la partie sur les transferts du compte joint, elle leva une main. Stop. Il a dit, ce n'est pas notre argent tant que nous ne sommes pas mariés? Elle laissa échapper un petit rire sec. Oh, c'est charmant. Juridiquement inexact, mais charmant. Elle commença à taper furieusement sur son clavier. Donne-moi les dates approximatives et les montants de ces transferts. Et le nom sur le compte est juste J. Wright? Oui. Un le mois dernier vers le 15. Un autre de $800 environ 6 semaines avant cela. Elle acquiesça, prenant des notes. Très bien. Première chose à l'ordre du jour, l'acte. Elle tourna son écran vers moi. Elle avait déjà ouvert la base de données du registre des actes du comté de Cook. Tu m'as donné l'adresse. Voyons ce que ce cher monsieur Henderson, ami des Wright, a déposé. Mon cœur martelait mes côtes pendant qu'elle cherchait. Il était là. Le registre de propriété. Non. Lis l'attribution, dit Chloé doucement, pointant une ligne de texte. Je la lus, puis je la relus. Les mots semblaient nager sur l'écran. Le titre est détenu par Daniel P. Wright et Emily G. Lawson en tant que copropriétaires. Le soulagement m'envahit pendant une seconde. La copropriété, cela signifiait une propriété égale, n'est-ce pas? Le droit de survie. Continue de lire, dit Chloé, sa voix devenant grave. Je fis défiler. Il y avait un document joint, une déclaration de fiducie qui avait été enregistrée simultanément avec l'acte. Je le parcourus, mes connaissances juridiques étant floues mais suffisantes pour saisir l'horreur. Oh mon Dieu, soufflai-je. Ouais, dit Chloé doucement. C'est un land trust. Une manœuvre sournoise, pas rare dans certains cercles. Vous êtes tous les deux bénéficiaires, c'est pourquoi cela ressemble à une copropriété en surface. Mais le fiduciaire, celui qui a le pouvoir de direction, celui qui contrôle la propriété est listé comme Daniel P. Wright. Donc. Elle tapota l'écran. Il a le pouvoir unilatéral de vendre, de refinancer ou de transférer la propriété sans ta signature. Ton intérêt est bénéficiaire, ce qui signifie que tu as une part financière, mais tu as zéro contrôle. Et le bouquet? Elle descendit plus bas. Le fiduciaire peut être changé par la nomination de la majorité des bénéficiaires.
Comme il est le seul fiduciaire avec droit de vote, il est la majorité. Il pourrait nommer son petit papa comme fiduciaire successeur demain s'il le voulait. Je me sentis physiquement mal. La pièce vacilla. Il a dit que nous étions tous les deux propriétaires. Nous étions assis là ensemble. L'avocat parlait si vite. Il parlait vite parce qu'il te roulait dans la farine, dit Chloé platement. Tes 120 000 $ t'ont acheté une place à la table des enfants, Émilie. Daniel a toutes les cartes en main. Et étant donné la relation étroite entre cet avocat et la famille Wright, je parierais ma licence que c'était leur idée et une façon de sécuriser l'actif pour leur fils tout en te donnant l'impression d'être une participante égale. La trahison était si profonde, si froidement calculée, qu'elle fut comme un coup physique. Ce n'était pas seulement l'arrogance de Jessica ou le manque de colonne vertébrale de Daniel, c'était une embuscade financière. Ils avaient prévu de m'enfermer, de rendre mon actif le plus important vulnérable à leur contrôle. Qu'est-ce que je fais? Ma voix était celle d'une étrangère. D'abord, tu respires, dit Chloé, son ton passant à celui d'un général de camp. Ensuite, nous nous battons. C'est passible de poursuite. C'est un dol incident. Tu as contribué à la majeure partie de l'apport en te fondant sur la représentation d'une propriété égale. Nous envoyons une mise en demeure aujourd'hui à Daniel, à l'avocat et à la société de titres, exposant notre intention de poursuivre pour fraude et pour une fiducie constructoire. Nous exigeons qu'il renonce immédiatement à ses droits par un acte de cession en faveur d'une véritable copropriété avec droit de survie avec toi en tant que cofiduciaire, où nous déposons plainte et demandons non seulement le changement de titre mais aussi des dommages et intérêts. Nous gelons également ce compte joint. Maintenant. Elle fit glisser un bloc-notes vers moi. Écris tes identifiants de banque en ligne. Je vais demander à mon clerc, qui est aussi notaire, de te voir signer une procuration limitée pour que je puisse agir en ton nom. Nous avançons vite, et nous frappons fort. J'écrivis, ma main ferme malgré le tremblement de mon âme. Et pour le mariage? Les acomptes? Tout s'arrête. Aujourd'hui. Tu appelles chaque prestataire, invoques des circonstances imprévues et demandes les politiques d'annulation. Pour certains, tu devras assumer les frais, considère cela comme une leçon bon marché par rapport à ce que tu as failli perdre. Elle me regarda, les yeux ardents. Émilie, écoute-moi. Ce n'est pas un désaccord sur les dîners du dimanche. C'est une tentative systémique de te démunir financièrement, socialement, personnellement. Le discours était le manifeste. La fiducie est le mécanisme d'exécution. Mon téléphone vibra encore et encore dans mon sac. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était Daniel. La série des 30 appels avait commencé. Ne réponds pas, ordonna Chloé. Je pris une profonde inspiration tremblante. Le dernier vestige de la femme qui avait enfilé une robe lavande la veille s'évapora. D'accord, dis-je. Fais-le. Alors que Chloé commençait à dicter des instructions à son clerc, mon téléphone s'alluma sur la table. Un nouveau SMS, pas de Daniel. Eleanor Wright, 11h47, Émilie, ma chère, Daniel a le cœur brisé. Nous sommes tous si inquiets. Cette bêtise a duré assez longtemps. Viens dîner ce soir. Nous allons tout arranger. Jessica veut s'excuser. 19h. Ne sois pas en retard. Je le montrai à Chloé. Elle eut un sourire narquois, un sourire de prédateur. Oh, bien. Ils ont convoqué le tribunal. Tu veux t'amuser un peu? Que veux-tu dire? Va au dîner, dit-elle, les yeux brillants. Ne dis pas un mot sur la fiducie. Ne me mentionne pas, ni la lettre. Écoute simplement. Laisse-les parler. Enregistre tout sur ton téléphone. Dans cet état, le consentement d'une seule partie est tout ce dont tu as besoin. Amène-les à réitérer leurs attentes. Fais en sorte que Daniel confirme sur bande qu'il était au courant de la structure de la fiducie. C'est des munitions. Cela semblait dangereux. Cela semblait nécessaire. Qu'est-ce que je devrais porter, demandai-je, la voix sèche. Chloé rit. Porte une armure, ma belle. Une armure invisible. Et envoie-moi le fichier audio quand tu rentreras. La maison de la famille Wright à Winnetka était un monument à la richesse discrète. On s'y sentait moins dans un foyer que sur un plateau de tournage pour un drame sur des gens riches se comportant mal. Je garai ma voiture,
l'application de mémo vocal de mon téléphone enregistrant déjà dans mon sac. Les mots de Chloé résonnaient, armure invisible. Eleanor ouvrit la porte avant même que je ne puisse sonner. Son sourire était une ligne mince et serrée. Émilie, si contente que tu aies décidé de te joindre à nous. Nous étions inquiets pour toi. Son ton suggérait que j'étais une enfant turbulente. Merci de m'avoir invité, Eleanor, dis-je, ma voix neutre. La salle à manger était formelle. Jessica et Robert étaient déjà assis. Daniel était assis à l'autre bout, regardant sa serviette. Il ne croisa pas mon regard. Une chaise vide m'attendait entre Jessica et Eleanor, un siège sur la ligne de front. Nous nous servirons nous-mêmes, annonça Eleanor, désignant les plats de poulet rôti et de légumes. Style familial. Plus intime. Dès que je fus assise, Jessica se lança, ses excuses répétées et dégoulinantes de condescendance. Émilie, à propos d'hier soir. Je pense que tu as mal interprété mon enthousiasme. Je veux seulement que tu te sentes incluse. Les choses que j'ai mentionnées, ce ne sont pas des corvées, ce sont des privilèges. Les femmes de notre famille ont toujours été les gardiennes du cœur de notre foyer. Je pris une petite portion de poulet. Je vois. Et Daniel, de quoi les hommes de votre famille sont-ils les gardiens? Robert s'éclaircit la gorge, un bruit d'avertissement sourd. Les hommes apportent la stabilité, la sécurité. Nous construisons les fondations pour que le cœur puisse s'épanouir. Il dit cela comme s'il citait une mauvaise déclaration de mission d'entreprise. Fascinant, dis-je, gardant les yeux sur mon assiette. Une division du travail très spécialisée. Daniel, as-tu l'impression de construire une fondation stable pour nous? Daniel tressaillit. Pouvons-nous ne pas faire ça maintenant? Mangeons simplement. Oh, mais je suis sincèrement curieuse, insistai-je, mon ton léger. Étant donné que j'ai construit ma propre fondation financière, l'apport pour notre maison, par exemple, quel genre de stabilité fournis-tu qui soit différent de la mienne? L'air se figea. La fourchette de Jessica tinta contre son assiette. Cette maison est notre avenir, Daniel, dit-il, me regardant enfin, les yeux implorants. C'est la nôtre. Pourquoi ramènes-tu l'argent sur le tapis? Parce qu'hier soir Jessica a ramené le travail sur le tapis. J'essaie juste de comprendre le modèle économique complet de ce mariage. Mon capital, mon travail, votre stabilité symbolique, votre attitude est le problème, coupa Jessica, perdant son sang-froid. Ce mariage basé sur une pensée transactionnelle n'est pas un contrat commercial, n'est-ce pas? Demandai-je, levant enfin les yeux pour rencontrer son regard. Vous avez présenté une liste de mes devoirs. Cela ressemble à une description de poste. Je pose des questions sur la rémunération, les avantages sociaux et le rôle de ma partenaire. Cela semble logique. Eleanor posa sa main sur la mienne. Elle était froide. Ma chère, vous êtes surmenée. La maison est une bénédiction partagée. Les détails, l'ami du père de Daniel a tout géré pour vous protéger tous les deux. C'est si complexe, il vaut mieux laisser cela aux experts. Mon téléphone dans mon sac capturait chaque mot. Protéger tous les deux. La transition parfaite. J'en suis sûr, dis-je doucement. Cette structure de fiducie qu'il a mise en place, l'Illinois Land Trust, c'est complexe. Silence. Un silence profond, assourdissant. Le visage de Daniel devint livide. La fourchette de Robert s'arrêta en plein air. Jessica semblait confuse. Quelle fiducie? Demanda Jessica. Daniel retrouva sa voix, un son étranglé. Émilie, de quoi parles-tu? C'est juste un acte standard, n'est-ce pas? Je penchai la tête. Parce que d'après ce que je comprends, dans une copropriété standard, nous avons tous les deux le contrôle. Le document que j'ai examiné aujourd'hui dit que tu es le seul fiduciaire. Tu as le pouvoir de vendre notre maison sans que je le sache et sans ma signature, en utilisant mon argent. Je gardai mon regard fixé sur lui. Le savais-tu, Daniel? Quand nous avons signé, savais-tu que tu obtenais tout le pouvoir et moi aucun? Écoutez maintenant, commença Robert d'une voix tonitruante. Je pose la question à votre fils, Robert, dis-je en lui coupant la parole, mes yeux ne quittant jamais le visage décomposé de Daniel. Bien sûr que non. Je veux dire, l'avocat a expliqué que c'était pour la responsabilité civile, pour
bégaya-t-il, pour s'assurer que l'investissement de ta famille était en sécurité. Peu importe ce qui m'arrivait, terminais-je pour lui. Était-ce le raisonnement? Ne t'avise pas de lui parler sur ce ton. Jessica se leva, pointant un doigt vers moi. Petite ingrate. Après tout ce que nous avons essayé de faire pour toi, pour t'accueillir, tu as essayé de faire de moi une servante sous contrat et ton frère a essayé de m'escroquer d'un investissement à 6 chiffres, déclarai-je platement, me levant également. Les pieds de la chaise grincèrent contre le sol. Je dirais que votre accueil a été parfaitement clair. Je pris mon sac. Les fiançailles sont annulées. Considérez ceci comme mon retrait formel du programme Gardienne du Cœur. Je demanderai à mon avocate de vous contacter demain. Daniel, tu entendras parler d'elle ce soir. Ton avocate? Queena Daniel. Oui, Chloé Klein de chez Klein et Beauvais. Tu feras bien d'avoir le tien, probablement l'ami de ton père qui a monté cette petite arnaque en numérotation rapide. Je me détournai et sortis de la salle à manger, traversai le hall caverneux et franchis la porte d'entrée. Je ne courus pas. Je marchai calmement jusqu'à ma voiture. Au moment où je mis le contact, mon téléphone s'alluma. Pas un appel, un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Numéro inconnu, 20h22, vérifiez le site du registraire du comté de Cook. Maintenant. M'arrêtant un pâté de maison plus loin, je tâtonnais avec mon téléphone. Chloé m'avait envoyé un lien direct. Je cliquai. C'était un nouveau dépôt concernant la maison, un avis de cession d'intérêt bénéficiaire, déposé aujourd'hui à 16h58. Daniel P. Wright avait cédé 50% de l'intérêt bénéficiaire de la fiducie foncière à Robert Wright. Il avait donné à son père la moitié de ma maison. Mes mains tremblaient, mais pas de tristesse, d'une rage blanche et incandescente. Il n'avait même pas attendu la lettre de l'avocate. Il avait paniqué et tenté de renforcer davantage le contrôle de sa famille. J'appuyai sur lecture du mémo vocal que je venais d'enregistrer. Ma propre voix, froide et claire, remplit la voiture. Le savais-tu, Daniel? Quand nous avons signé, savais-tu que tu obtenais tout le pouvoir et moi aucun? Sa réponse bégayante et coupable était toute la confirmation dont j'avais besoin. J'appelai Chloé. Elle répondit à la première sonnerie. Tu es au courant? Il vient d'en donner la moitié à son père, dis-je, ma voix terrifiante de stabilité. J'ai vu. C'est un geste de désespoir. Cela ne change rien à la fraude, cela ajoute simplement un autre défendeur à la poursuite. Envoie-moi l'audio maintenant. La cavalerie arrive. J'envoyai le fichier. Alors que je reprenais la route, mon téléphone se mit à vibrer, encore et encore. Daniel appelait. Jessica appelait. Robert appelait. Daniel appelait. Eleanor appelait. Je le mis en sourdine. L'écran clignota à plusieurs reprises, une lumière stroboscopique de leur panique dans la voiture sombre. 30 appels, peut-être plus. Ils pouvaient appeler toute la nuit, j'avais fini d'écouter. Le bureau de Chloé sentait le café et le papier imprimé au laser. D'accord, ils ont déclaré la guerre avec ce dépôt de cession. Maintenant, nous ripostons. Elle fit glisser un document sur le bureau poli. C'est la lettre de mise en demeure. Elle s'adresse à Daniel, Robert et à ce vaurien d'avocat, Henderson. Elle expose la fraude, cite les preuves audio de la connaissance de Daniel et leur donne 48 heures pour rétrocéder la propriété en copropriété réelle avec toi comme cofiduciaire. Tout manquement entraînera le dépôt d'une plainte pour fraude, fiducie présumée et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Nous exigeons également la restitution complète de chaque centime que tu as mis dans cette maison, plus des dommages-intérêts. Je parcourus le jargon juridique. C'était brutal, précis et magnifique. Et pour le compte joint? Je l'ai ce matin. Ta procuration a été acceptée. Son dépôt mensuel de $1200 est arrivé ce matin, et il est bloqué. Il s'en rendra compte quand sa carte sera refusée au déjeuner. Un petit sourire vicieux joua sur ses lèvres. Maintenant, la partie amusante, les réseaux sociaux. Chloé, je ne veux pas me lancer dans une guerre de publication avec Jessica. Pas une guerre, une détonation contrôlée. Tu ne publies rien, mais tu dois contrôler le récit avant qu'elle ne te dépeigne comme une hystérique chercheuse d'or. J'ai un ami à la section style de vie du Tribune.
Ils adoreraient une histoire de mariée moderne qui annule son mariage à cause d'une exigence familiale archaïque. Anonyme, mais avec assez de détails pour que n'importe qui dans votre entourage sache que c'est vous. Cela cadre l'histoire à votre façon dès le départ. Hésitante, je trouvais cela radical. Est-ce nécessaire? Émilie, il a donné ta maison à son papa. Il joue pour de vrai. Nous avons besoin de pression publique. Cela rend un règlement selon nos termes beaucoup plus attrayant pour eux. Son téléphone vibra. Elle y jeta un œil. En parlant du loup. C'est le bureau d'Henderson. Tu veux écouter? Elle mit le haut-parleur. Chloé Klein. Madame Klein, ici Martin Henderson. J'appelle au sujet de votre lettre plutôt incendiaire à la famille Wright. Je n'en doute pas, Martin. Ma cliente a une demande simple, annuler la fraude. Fraude est un mot fort et diffamatoire. Mes clients ont agi de bonne foi pour protéger les deux parties dans un achat d'actifs complexe. La fiducie foncière est un véhicule courant pour la protection contre la responsabilité. Le malentendu de votre cliente ne constitue pas une fraude. Je vis les yeux de Chloé se durcir. Malentendu? Votre client, Daniel Wright, sur une ligne enregistrée, a admis ne pas comprendre pleinement les termes de la fiducie, bien qu'elle lui accorde le contrôle exclusif d'un actif financé principalement par ma cliente. C'est une fraude par incitation. Puis, confronté, il a tenté d'aliéner davantage son intérêt en le cédant à son père. C'est un détournement de fonds. Nous avons l'enregistrement, Martin. Nous avons les documents. Nous gagnerons. Et quand ce sera fait, nous réclamerons les frais juridiques à votre cabinet pour votre rôle dans cette entreprise de bonne foi. Il y eut un long silence à l'autre bout. Un enregistrement? Oui, d'une conversation au dîner hier soir. État à consentement unique, Martin. Parfaitement admissible. Voudriez-vous que je vous joue la partie où votre client bafouille ses non-explications? Son ton changea, devenant plus mielleux, plus conciliant. Madame Klein, nous pouvons sûrement résoudre cela sans traîner ces respectables familles dans la boue. Mes clients sont prêts à racheter l'intérêt bénéficiaire de Madame Lawson au montant de sa contribution initiale $120 000, une séparation nette. Je ressentis une vague de nausée. Ils voulaient me rendre mon argent initial et garder la propriété, la plus-value, tout. Chloé rit un son court et tranchant. Pas question. La demande tient toujours. Correction complète du titre. 48 heures. Le compte à rebours a commencé il y a 1 heure. Elle raccrocha et me regarda. Ils ont peur. L'enregistrement change tout. Maintenant, ils vont essayer de me contourner. Ils t'appelleront. Ils supplieront. Ils menaceront. Tu dis un mot, parlez à mon avocate. Puis tu raccroches. Compris? Mon téléphone vibra dans ma main. Daniel. Je montrai l'écran à Chloé. Fais-le, murmura-t-elle. Je répondis, mettant le haut-parleur. Parlez à mon avocate. Daniel? Émilie, attends. S'il te plaît, écoute. Sa voix était éraillée, paniquée. Tu ne peux pas faire ça. Tu as enregistré ma famille lors d'un dîner privé? C'est malade. Parlez à mon avocate, répétai-je, ma voix monotone. Mon père parle de te poursuivre pour diffamation. Henderson dit que tu n'as aucun dossier. Ils vont te ruiner. Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Chloé mima le mot menace et pointa son téléphone, indiquant qu'elle enregistrait l'appel maintenant. Est-ce une menace concernant mon gagne-pain professionnel, Daniel? Demandai-je d'une voix froidement curieuse. Parce que mon avocate écoute, et c'est juridiquement très intéressant. Il resta pantois, réalisant le piège. Je n'ai pas. Je veux juste dire, mon Dieu, Émilie, tout cela est une erreur. Reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça. Je vais régler cette histoire de fiducie. Comment? En demandant à ton papa de rendre sa moitié? Et après? Je deviens la gardienne du cœur? Non merci. Parlez à mon avocate. Tu es déraisonnable. C'est juste une maison. C'est juste de la paperasse. Pourquoi détruis-tu notre avenir pour de la paperasse?
L'ignorance pure et stupéfiante de la question me coupa le souffle. Ce n'est pas de la paperasse, Daniel. C'est du respect. C'est de l'intégrité. Tu n'en as aucune. Parlez à mon avocate. Je mis fin à l'appel. Chloé poussa un sifflement bas. Magnifique. Il vient de nous offrir sur un plateau un argument d'extorsion et de coercition. Son ordinateur émit un signal sonore. Elle regarda, et son sourire narquois s'effaça. Eh bien, Jessica n'a pas attendu le tribune. Elle tourna le moniteur. C'était une publication Facebook partagée publiquement par Jessica Wright à tous nos amis qui ont été témoins d'une telle laideur lors de ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. Certaines personnes entrent dans une famille avec un cœur ouvert, d'autres viennent avec des calculatrices et des magnétophones. Le cœur de mon frère est brisé par une femme qui a privilégié la propriété au partenariat et qui viole le caractère sacré d'un dîner de famille avec des enregistrements secrets. Nous prions pour elle. La famille d'abord, le vrai amour ne compte pas les points. Il y avait déjà plus d'une centaine de cœurs et d'émojis en colère. Les commentaires affluaient, c'est affreux, Jess. Tu as essayé de l'accueillir. Un magnétophone? Comportement de psychopathe. Daniel l'a échappé belle. Mon visage brûlait. La déformation des faits était stupéfiante. Pile à l'heure, dit Chloé en faisant craquer ses articulations. Maintenant, nous publions notre déclaration. Pas de ta part, de la mienne. Elle commença à taper furieusement. Un communiqué de presse à mes contacts et une publication sur la page professionnelle du cabinet. Des faits uniquement. Pas d'émotion. 15 minutes plus tard, elle me montra, Klein et Beauvais, au nom de notre cliente Emily Lawson, confirme la dissolution de ses fiançailles avec Daniel Wright. Cette décision fait suite à la découverte de graves fausses déclarations financières faites par M. Wright concernant l'achat d'une propriété conjointe, pour laquelle Mme Lawson a fourni la majorité du capital mais s'est vue refuser tout droit de contrôle ou de propriété. De plus, après avoir été confronté, M. Wright a tenté d'aliéner unilatéralement la propriété. Mme Lawson a déposé des demandes formelles de restitution. Il s'agit d'une simple affaire de fraude financière et de manquement aux devoirs fiduciaires. Nous disposons de preuves concluantes, y compris des aveux enregistrés, pour soutenir nos affirmations. Nous ne jugerons pas cette affaire sur les réseaux sociaux, mais nous rétablirons la vérité lorsqu'elle sera diffamée par des parties intéressées. Toute demande ultérieure doit être adressée à ce bureau. C'est parfait, murmurai-je. Rien que des faits. Cela les faisait passer pour des escrocs. Ce sera dans le condensé Crains Business demain. Leur cercle se soucie plus de cela que de Facebook, dit Chloé. Maintenant, rentre chez toi. Déconnecte. Laisse-les s'agiter dans la tempête que nous venons de déclencher. Je retournai à mon appartement, l'esprit en ébullition. En entrant, mon téléphone fixe sonnait, le téléphone résidentiel que je n'utilisais jamais. Je le fixai. Seules quelques personnes avaient ce numéro, mes parents, aujourd'hui disparus, et la famille de Daniel. Je décrochai sans rien dire. Émilie? C'était Eleanor. Sa voix était tendue, dépouillée de son ton mielleux habituel. Cela a assez duré. Vous allez arrêter ça. Vous allez retirer ces mensonges de votre avocate, et vous allez régler cela discrètement. Nous sommes prêts à vous offrir 150 000 $ plus que ce que vous avez investi. Mais vous signez une clause de confidentialité. Vous disparaissez. Vous ne reparlez plus jamais de ma famille. Je ressentis un calme terrifiant. Ou quoi, Eleanor? Votre fils a déjà menacé ma carrière. Quelle est votre version? Vous allez me mettre sur liste noire au country club? Gâcher ma réputation auprès de votre conseil d'administration caritatif? Une brusque inspiration. Espèce de sotte. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous attaquez. Nous avons bâti cette ville. Votre petite avocate ne pourra pas vous protéger des conséquences d'avoir calomnié notre nom. Ce n'est pas de la calomnie si c'est vrai, dis-je doucement. Et j'enregistre cet appel aussi. Alors, merci pour la preuve. Parlez à mon avocate. Je raccrochai. L'armure invisible dont Chloé avait parlé se transformait en acier. Ce n'était pas une famille, c'était un syndicat, et je venais de déclarer la saison de chasse ouverte sur leurs opérations. La tempête frappa à 9 h le lendemain matin.
Mon téléphone, réglé sur ne pas déranger sauf pour le numéro de Chloé, vibrait toujours comme un frelon piégé par les notifications, mentions Facebook, messages Instagram, courriel de vagues connaissances. L'article du Tribune était en ligne, et le communiqué de presse clinique de Chloé avait été repris par Crain's Chicago Business. Le récit passait de la mariée délaissée à la fraude financière présumée. Ma boîte de réception personnelle contenait un nouveau message avec pour objet « Urgent pour vos yeux seulement ». L'expéditeur était un service crypté que je ne reconnaissais pas. Mon pouce accéléra. Je l'ouvris. « Émilie, vous ne me connaissez pas, mais je travaille avec Daniel chez Gibson Finch. Je ne peux plus me taire. Il dit aux gens depuis des mois qu'il a décroché une riche architecte qui leur achète une maison à Lincoln Park. Il appelait cela son plan de retraite. Il nous a montré les documents de la fiducie lors d'un 5 à 7 une fois, se vantant de la façon dont l'avocat de son père avait verrouillé le tout pour que vous ne puissiez pas faire de folie en cas de divorce. Je suis désolé. Je pensais que c'était juste des paroles d'ivrogne. Après avoir vu les nouvelles aujourd'hui, je sais que ce n'était pas le cas. J'ai des captures d'écran de ces SMS à ce sujet. Faites-moi savoir si vous en avez besoin. Un collègue. Étaient jointes 3 photos floues mais lisibles d'échanges de messages sur le téléphone de Daniel. L'un à un ami nommé Marc disait « Mec, les discussions sur le contrat de mariage sont un cauchemar. Heureusement, Henderson a structuré la maison pour que ça n'ait pas d'importance. Elle ne peut pas toucher à l'actif. » Génial, non? La vérité froide et calculatrice était pire que la trahison émotionnelle. C'était une stratégie commerciale, et j'avais été la cible. Je transmis tout à Chloé avec une seule ligne, plus de munitions. Sa réponse fut instantanée, bingo. Tiens bon. Ne réponds pas encore à l'expéditeur. Je me versais du café quand mon interphone retentit. Pas mon téléphone, le vieil interphone de l'immeuble. Peu de gens avaient ce code. Daniel? J'allais appuyer sur le bouton. Oui. Émilie, c'est Jessica. Nous devons parler. Face à face, sans avocat. Sa voix était tendue, dépouillée de son habituelle assurance théâtrale. Un frisson de curiosité dangereuse me parcourut. La voix de Chloé résonnait dans ma tête, laissez-les parler. Enregistrez tout. J'avais mon téléphone en main. J'ouvris l'application d'enregistrement, appuyai sur enregistrer et le posai face contre terre sur la table d'entrée. J'écoute, dis-je dans l'interphone. Pas comme ça. Laisse-moi monter. 5 minutes. C'est tout. J'hésitais. Laisser le loup entrer dans la bergerie était risqué, mais la connaissance était le pouvoir. 5 minutes, dis-je en la faisant monter. Elle semblait plus petite en personne, sans podium ou table de salle à manger pour dominer. Son manteau coûteux était mal boutonné. Ses yeux étaient rougis. Elle n'attendit pas d'invitation, me dépassant pour entrer dans le salon. Tu dois calmer ton chien de garde, dit-elle en se retournant, abandonnant tout faux semblant. Chloé est mon avocate. Tu devras parler avec elle. Il ne s'agit plus de cette fichue maison. Siffla-t-elle, perdant son sang-froid. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Ce communiqué de presse. Fraude financière. Les partenaires de mon mari l'appellent. Mes amis chuchotent. Tu nous fais passer pour des criminels. Ne l'êtes-vous pas? Demandai-je calmement, m'appuyant contre le cadre de la porte, bloquant sa sortie. Le stratagème me semble assez proche du criminel d'où je me tiens. C'était une erreur. Un truc juridique stupide. Daniel n'y comprenait rien non plus. Les SMS de ses collègues suggèrent le contraire, dis-je, regardant son visage pâlir. Il semblait très bien comprendre quand il s'en vantait auprès de ses copains. Elle tressaillit comme si elle avait été giflée. L'information était nouvelle pour elle. Ce sont des oui-dire. Ça n'a pas d'importance. Elle fit un pas de plus, sa voix tombant à un murmure venimeux. Ce qui importe, c'est que tu arrêtes maintenant, ou je te ruinerai. Je manquais de rire. Comment? En publiant d'autres platitudes vagues sur Facebook? Je pense que nous avons dépassé ce stade, Jessica. Un sourire mauvais tordit ses lèvres. Je sais des choses sur toi, Émilie. Des choses de ton passé.
Cette petite dépression nerveuse que tu as faite à l'université? L'hospitalisation? Les médicaments? Que penserait ton prestigieux cabinet d'architecture s'il savait que leur designer vedette était instable? Un risque? L'air quitta mes poumons. Ma lutte à l'université contre une dépression sévère après la mort de mes parents, mon bref traitement volontaire en milieu hospitalier, c'était mon secret le mieux gardé. Daniel était le seul à qui je l'avais dit. Daniel te l'a dit, murmurai-je, la trahison étant une blessure à vif. Il me dit tout, ricana-t-elle. Il s'inquiétait pour toi. C'est un bon frère. Et maintenant, je m'inquiète aussi. Une femme fragile sous un stress immense, lançant des accusations sauvages. C'est une histoire tragique, mais les gens comprendraient. Ils te plaindraient, puis ils rejetteraient chaque mot que tu dis. La rage était un courant froid et clair maintenant. Elle me focalisa. Tu me menaces de divulguer mes antécédents médicaux privés pour me discréditer professionnellement si je n'abandonne pas mes poursuites judiciaires. J'exprime ma préoccupation pour ton bien-être, dit-elle, le masque de la bienveillance reprenant sa place, grotesque et transparent, et le bien-être de ma famille. Abandonne les demandes. Accepte le rachat, signe la clause de confidentialité, et nous pourrons tous passer à autre chose. Ton petit secret restera en sécurité avec moi. Je la fixai, cette femme qui venait de franchir la ligne entre la cruauté et la monstruosité. L'application d'enregistrement sur mon téléphone était un témoin silencieux à quelques centimètres de là. Vous savez, dis-je d'une voix étrangement calme, j'ai fait quelques recherches aussi. Avec toutes ces discussions sur les finances et les obligations familiales, je suis devenue curieuse. Votre mari, Paul Hill, est associé dans ce cabinet de capital risque, n'est-ce pas? Et vous êtes la directrice de bureau pour l'entreprise familiale, Wright Holdings? Ses yeux se plissèrent. Où veux-tu en venir? Je veux en venir à la liquidité. Gérer un bureau de gestion de patrimoine familial, gérer les distributions, c'est complexe. J'ai demandé à mon avocate de regarder certains dépôts de propriété récents. Le prêt sur votre maison de Lake Forest était étonnamment élevé. Et puis il y a le moment curieux de ces prêts du conjoint de Daniel, mon conjoint, pour vous, juste avant que d'importants paiements d'impôts ne soient dus pour Wright Holdings. Je bluffais, tissant ensemble des bribes de potin de Chloé et les registres de prêts publics qu'elle avait mentionnés, mais le visage de Jessica me dit que j'avais touché une corde sensible. Son arrogance s'évapora, remplacée par un éclair de panique. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, cracha-t-elle, mais le venin avait disparu, remplacé par la peur. Vraiment? Je me détachai du cadre de la porte. Je pense que la SEC pourrait être intéressée par le flux de trésorerie d'un bureau familial qui a besoin de prêts réguliers et non documentés du compte personnel de son fils. Ou peut-être simplement votre beau-père. J'ai entendu dire que le père de Paul est très à cheval sur le devoir fiduciaire. Sa main vola à sa bouche. Le sang quitta son visage. Tu n'oserais pas. Tu viens de menacer de détruire ma carrière en utilisant ma santé mentale comme arme, dis-je d'une voix basse et assurée. Tu as essayé de faire de moi la servante de ta famille. Ton frère a conspiré pour me voler. Alors dis-moi, Jessica, quelle ligne exactement penses-tu que je ne franchirai pas? Elle tremblait maintenant, sa bravoure de tout à l'heure complètement brisée. Que veux-tu? Je veux que tu partes. Et je veux que tu saches ceci, si un seul mot de mon histoire privée est divulgué à qui que ce soit pour quelque raison que ce soit, mon prochain appel ne sera pas pour mon avocate. Ce sera pour la Security and Exchange Commission. Et je leur fournirai chaque relevé de transaction, chaque SMS, chaque spéculation que j'ai sur vous en train de vous démener pour couvrir vos traces avec l'argent de Daniel avec mon argent. Sommes-nous clairs? Elle hocha la tête, un mouvement rapide et saccadé, incapable de parler. Sors d'ici. Elle courut pratiquement vers la porte, tâtonnant avec le loquet. Quand elle claqua derrière elle, je lâchai un long soupir tremblant. Je marchai jusqu'à la table et arrêtai l'enregistrement. Je réécoutai la dernière minute, ma voix froide et menaçante, et son silence terrifié. C'était un face-à-face nucléaire, une destruction mutuelle assurée. Mon téléphone vibra. Un SMS de Chloé, alerte. Henderson vient d'appeler. Ils ont accepté nos conditions. Toutes. Ils te cèdent la propriété en tant que propriétaire unique sous 24 heures pour éviter le litige. Ils veulent une clause de confidentialité mutuelle. Je fixai le message.
Victoire. Une reddition complète et inconditionnelle. La visite de Jessica prenait tout son sens maintenant, c'était leur dernier geste désespéré pour éviter une exposition à une échelle bien plus grande qu'une rupture de fiançailles désordonnée. Je répondis, mes doigts stables, pas de clause de confidentialité mutuelle. Je ne signerai rien qui me réduise au silence. Ils ne peuvent obtenir mon silence sur leur manigance financière que s'ils me remboursent chaque centime investi plus 50% de la plus-value calculée par un expert indépendant. Et une déclaration publique de Daniel admettant qu'il a déformé les termes de la propriété. Sinon, je garde la maison et l'histoire devient publique. J'ajoutai le fichier audio de la visite de Jessica et écrivis « Nouveau levier ». Jessica vient de menacer de divulguer mes antécédents médicaux confidentiels. J'ai répliqué par des allusions à sa mauvaise gestion des fonds familiaux. Elle a plié. Utilise ça. Ils sont terrifiés par un audit approfondi. Les 3 points apparurent immédiatement, puis disparurent, puis réapparurent. Enfin, sa réponse arriva, bon sang. Tu es un ange vengeur. Je vais présenter les nouvelles conditions. Ils vont s'étouffer, mais ils avaleront la pilule. Ils n'ont pas le choix. Je regardais autour de moi mon appartement calme. Le champ de bataille avait changé. Il ne s'agissait plus de gagner une maison ou un règlement, il s'agissait de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais blesser personne de la sorte. Le prix de mon silence venait de monter. Et pour la première fois depuis la fête de fiançailles, je me sentais non seulement lucide, mais puissante. Le haut-parleur de la conférence téléphonique de Chloé bourdonnait. Martin, Émilie est là. Nous sommes prêtes. Énoncez la réponse de votre client. La voix d'Henderson était lasse. Nous acceptons les nouvelles conditions financières de Madame Lawson. Valeur expertisée, 50% pour elle, plus restitution intégrale. Nous n'acceptons pas de déclaration publique de Daniel. C'est hors de question. Alors nous avons terminé, dis-je d'une voix plate. L'histoire sera envoyée au rédacteur en chef de la section style de vie du Tribune dans 1 heure, avec des extraits audio. Attendez. C'était la voix de Daniel, tremblante et écorchée, sur la ligne. Émilie, s'il te plaît. Une déclaration publique? Cela me détruirait au travail. C'est la fin de ma carrière. Tu aurais dû y penser avant de détruire notre partenariat, répondis-je. Nous accepterons un affidavit privé et signé de Daniel admettant la fausse déclaration, intervint Henderson, essayant de reprendre le contrôle. Il pourra être utilisé dans toute procédure judiciaire future que vous souhaiterez, mais il restera sous sceau de confidentialité. Et en retour, votre silence total sur tous les sujets, y compris les préoccupations spéculatives concernant Wright Holdings. Il négociait dur pour garder la fraude secrète. La peur de Jessica était mon levier. L'affidavit est un début, dit Chloé. Mais nous en voulons plus. Nous voulons que toutes les copies numériques des dossiers médicaux privés d'Emily détenus par tout membre de la famille Wright soient supprimées. Nous voulons une confirmation écrite de leur consultant en sécurité informatique. Et nous voulons que Jessica Wright signe un accord séparé et contraignant de ne plus jamais contacter Emily, professionnellement ou personnellement, sous peine d'importants dommages financiers. C'est scandaleux. Cria Daniel. L'est-ce vraiment? Demandai-je. Votre sœur s'est tenue chez moi et a menacé d'utiliser mes antécédents de santé comme une arme. Je veux que l'arme soit détruite et celui qui la manie désarmé. Ce sont mes conditions non négociables. Un long silence. Nous entendîmes des discussions étouffées de leur côté. Puis Henderson revint, vaincu. D'accord. Tout. Nous préparons les dossiers de règlement. Une dernière chose, ajoutai-je. Je veux que ce soit fait en 72 heures. J'en ai fini de vivre dans ce drame. Le temps presse. Après que Chloé eut raccroché, elle poussa un sifflement bas. Tu as mené une négociation serrée. Propriété exclusive de la maison, un versement massif en espèces, une confession verrouillée dans un coffre-fort et Jessica muselée. C'est une victoire totale. Ce n'est pas une victoire propre, dis-je en ramassant mes affaires. C'est juste fini. Les 72 heures furent un cessez-le-feu tendu. Mon téléphone était heureusement silencieux. Je me concentrais sur le travail, les lignes précises des plans, un antidote apaisant au chaos émotionnel. Le matin du 3e jour, ma sonnette retentit.
Un coursier avec une épaisse enveloppe format juridique, les documents de règlement du cabinet d'Henderson. Alors que je signais la dernière page, mon téléphone vibra. Daniel. Contre toute attente, je répondis. C'est fait, dit-il, la voix creuse. L'argent est transféré. L'affidavit est signé. La maison est à toi. Es-tu heureuse maintenant? Tu m'as ruiné. Mes parents ont dû liquider des actions pour couvrir votre versement. Le mari de Jessica ne lui parle plus. Vous avez déchiré ma famille. L'absence de remords était stupéfiante. Je n'ai rien déchiré du tout, Daniel. J'ai juste refusé d'être avalé tout entière par elle. C'est vous qui avez fait ça. Toi, Jessica, et tes parents avec vos combines et vos règles. Il eut un rire amer et étouffé. Tu sais ce qui est le plus malade? La seule raison pour laquelle j'avais accès à l'argent de ce fonds fiduciaire pour te payer, c'est parce que j'ai eu 30 ans. La seule chose dans ma vie qui était enfin à moi, et tu me l'as prise, un fonds fiduciaire. Bien sûr, la dernière pièce du puzzle, sa stabilité symbolique, avait toujours été un héritage garanti. Mes économies durement gagnées n'étaient qu'un outil pratique pour faire levier sur sa fortune future. Adieu, Daniel, dis-je, avant de raccrocher. Je regardais la pile de documents signés. C'était fini. J'avais gagné. Mais alors que je déposais l'enveloppe du coursier près de la porte, je ne ressentais aucun triomphe, seulement un soulagement profond hélas. La bataille était terminée. Mais le coup du silence que j'avais exigé commençait tout juste à s'installer dans mes os. Le SMS de Jessica était une lame de glace, retrouve-moi au Columbus Park maintenant où ton secret est envoyé à tous les associés de Fitzgerald Reed avant 17 heures. Je l'ai montré à Chloé. Elle panique, dit Chloé, en parcourant les derniers dossiers. Le signalement à la SEC, envoyé anonymement par son réseau, avait déclenché une enquête de routine sur Wright Holdings. La pression fonctionne. Va enregistrer. Finissant avec elle. Le parc était morne, gris hivernal. Jessica se tenait près de la fontaine vide, le visage crispé par la fureur. Elle n'attendit pas les salutations. Espèce d'incroyable. Une enquête de la SEC? Les associés de mon mari font une crise de nerfs. Ils pensent que nous sommes des criminels. Je gardais une voix calme, mon téléphone enregistrant dans la poche de mon manteau. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Jessica. Je ne travaille pas dans la finance. Ne joue pas l'imbécile, cracha-t-elle en s'approchant. Tu te crois si maligne avec ton avocate et tes enregistrements? Eh bien, j'ai quelque chose pour toi, moi aussi. Elle me fourra son téléphone sous le nez. Sur l'écran se trouvait un document numérisé, un résumé de sortie de Northwestern Memorial datant d'il y a des années, avec mon nom et un diagnostic de trouble dépressif majeur. À quelle vitesse penses-tu que ton statut d'étoile montante va s'effondrer quand ça tombera au RH? L'architecture est un domaine conservateur, Émilie. Il n'aime pas les risques. Il n'aime pas l'instabilité. La violation était absolue. Voir ce document privé entre ses mains me donna la chair de poule, mais la peur avait disparu, consumée par une fureur plus froide. Tu as obtenu mes dossiers médicaux privés illégalement, déclarai-je, les mots pesés. C'est une violation de la loi HIPAA, un crime fédéral. Qui as-tu soudoyé? Un employé de l'hôpital? L'ancien colocataire de Daniel qui travaille dans l'administration? Son sourire narquois vacilla une seconde. Prouve-le. Je n'ai pas à le prouver pour t'envoyer en prison, Jessica. Je n'ai qu'à donner cet enregistrement et ta menace au bureau du procureur des États-Unis. Ils le prouveront. Je fis un pas vers elle. Mais parlons de ton crime, l'argent. Les prêts de Daniel n'étaient pas pour une nouvelle BMW, n'est-ce pas? Ils servaient à couvrir le déficit des comptes de l'entreprise familiale, ceux que tu gères, ceux autour desquels la SEC flaire maintenant. Son visage devint livide. Vraiment? J'ai les relevés de transactions. J'ai des spéculations. La SEC adore les spéculations. Ils assigneront tout, tes emails, tes SMS, les documents de ton prêt hypothécaire. Ils vont déchirer ta vie parfaite pour trouver la vérité. Et le père de Paul, comment se sentira-t-il quand il découvrira que sa belle-fille truquait les comptes? Elle tremblait maintenant, son arrogance totalement brisée. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait, dis-je doucement. Le signalement a été déposé. Les rouages tournent.
Le fait que tu menaces ma carrière avec un dossier médical illégal ne fait qu'accélérer les choses. Alors vas-y, envoie-le. On verra ce qui arrive. Des larmes de rage et de terreur remplirent ses yeux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes, dis-je, en me penchant pour qu'elle seule puisse entendre. Tu as essayé de me briser. Tu as essayé de me rendre insignifiante. Tout ce que tu as fait, c'est me montrer à quel point ton château est fragile. Il est bâti sur des secrets et l'argent des autres. Et c'est moi qui ai les clés. Je me détournai pour partir. Attends, cria-t-elle, la voix brisée. S'il te plaît, annule tout. La SEC. Je détruirai les dossiers. Tous. Je ne te reparlerai plus jamais. Je marquai une pause, regardant en arrière. La SEC n'est pas un robinet que je peux fermer, Jessica. Tu aurais dû y penser avant de voler ta famille et de menacer la mienne. Je m'éloignai, la laissant sangloter près de la fontaine sèche. La fraîcheur de l'air semblait pure. Le secret était dehors, pas le mien, mais le sien, et son poids était désormais à elle seule de le porter. Le bureau de Chloé semblait différent maintenant, moins comme un bunker, plus comme un centre de commandement après une victoire décisive. Les tableurs et les blocs-notes juridiques étaient remplacés par un seul document volumineux. Le règlement final, dit-elle, en le faisant glisser sur le bureau. Ils ont totalement plié. Je parcourus le résumé. La maison de ville était à moi, libre de toute charge via un acte de renonciation déjà déposé. Un virement bancaire pour la somme convenue, mon investissement initial plus une part impressionnante à 6 chiffres de la plus-value était en attente. L'affidavit de Daniel admettant la présentation erronée intentionnelle de la structure de propriété du bien était joint. Les clauses de confidentialité et de non-dénigrement étaient mutuelles mais étroites, concentrées uniquement sur le règlement immobilier. Cela ne couvrait pas les manœuvres financières de Jessica ou ses menaces. Et mes dossiers médicaux, demandai-je, mon doigt posé sur cette clause. Un affidavit signé par le consultant en sécurité informatique de leur famille, confirmant que toutes les copies numériques ont été purgées de tout appareil ou stockage en nuage lié à tout membre de la famille Wright. C'est un document juridiquement contraignant. S'ils ont menti, les sanctions sont sévères. Chloé se renversa dans son siège, une lueur satisfaite dans les yeux. L'enquête de la SEC est un processus lent. C'est hors de nos mains maintenant, mais cela les oblige à rester très honnêtes. Mon téléphone vibra, une notification de ma banque. Le virement était arrivé. Le chiffre était si grand qu'il semblait abstrait. Ce n'était pas de la joie que je ressentais, mais une finalité profonde et apaisante. Presque, corrigea Chloé. Il y a un dernier courrier pour toi. Elle me tendit une enveloppe épaisse et crème. Mon nom était écrit d'une écriture élégante et familière que je n'avais pas vue depuis des années, Eleanor Wright. Je l'ouvris. Un chèque de $50 000 en tomba. Une note était jointe, Emily, ceci ne fait pas partie du règlement. C'est de ma part un geste de sincères excuses pour la douleur que ma famille t'a causée. J'avais tort. J'ai élevé un fils qui était faible et une fille qui était cruelle. Je le vois maintenant. J'espère que cela pourra t'aider à construire un nouvel avenir, libre de notre ombre. S'il te plaît, aucune réponse n'est nécessaire. Eleanor. Je le fixai, abasourdi. Qu'est-ce que c'est? Chloé prit le chèque, l'examinant. Un paiement pour se donner bonne conscience. Une tentative désespérée d'absolution morale. C'est propre. Sans condition. Encaisse-le. Considère cela comme des dommages émotionnels. Ça me semble sale. C'est l'argent le plus propre que tu recevras jamais de leur part, dit-elle franchement. C'est un aveu de culpabilité. Prends-le. Donne-le. Brûle-le. Mais ne le renvoie pas. C'est ce qu'elle veut, une victoire morale, un lien. Refuse-le lui. J'acquiesçai, repliant le chèque dans l'enveloppe. Le dernier artefact bizarre de la guerre. Alors, dit Chloé, changeant de ton. Quelle est la suite pour Emily Lawson? Des vacances? Une voiture de sport? Un acompte pour un château? Je regardais par sa fenêtre la ligne d'horizon étincelante, la ville qui abritait mes anciens rêves et ma nouvelle réalité. Je vais vendre la maison de ville, dis-je. Elle est souillée. Et avec ça, je tapotai le résumé du règlement, je n'en ai pas besoin. Et ensuite. Un but,
clair et net, s'était formé dans les espaces calmes entre les batailles. Je vais créer une association à but non lucratif, un fonds juridique et un centre de ressources pour les personnes, principalement des femmes probablement, qui se font avoir dans les montages financiers prémaritaux. Plus de paroles contre paroles. Juste de l'éducation, des ressources, et l'accès à des avocats qui ne sont pas des amis de la famille. Le masque professionnel de Chloé glissa, révélant une surprise sincère et quelque chose comme de la fierté. Eh bien, mince alors. C'est vraiment génial. Tu auras besoin d'un conseil d'administration féroce et d'une avocate fondatrice. J'en connais une bonne, dis-je, en croisant son regard. Un lent sourire s'étira sur son visage. Je vais libérer mon agenda pour la première réunion. Je me levai pour partir, le poids des documents dans ma main me semblant être une fondation, pas une encre. Merci, Chloé, pour tout. Ne me remercie pas, dit-elle en m'accompagnant à la porte. Envoie-moi simplement les 10 premiers clients. Maintenant, file d'ici. Tu as un avenir à construire. Alors que je sortais dans la rue animée, le vent frais ressemblait à un baptême. Mon téléphone vibra une dernière fois, une alerte d'actualité de Crain's Chicago Business. Le titre me fit m'arrêter net, Wright Holdings annonce un audit interne, la directrice financière démissionne en pleine transition familiale. Le sous-titre mentionnait une révision volontaire de certaines pratiques de gestion de la liquidité. Le monde de Jessica se fissurait. La façade publique se déplaçait. Ce n'était pas un scandale, pas encore. C'était une implosion calme et professionnelle, le genre qui ruine les réputations et met fin aux abonnements au club privé. Je ne souris pas. Je ne ressentis aucune schadenfreude. J'effaçai simplement l'alerte, éteignis le téléphone et marchai dans le flux de personnes, anonymes et libres. Le passé était réglé. L'avenir, pour la première fois depuis longtemps, était entièrement mien. La pluie brouillait les lumières de la ville entraînée d'or contre la fenêtre de mon bureau. Il était plus de 20 heures, l'étage était silencieux, excepté le bourdonnement des serveurs. J'étais en train de ranger mes affaires quand l'ascenseur sonna et que des pas pressés et soudain résonnèrent dans le couloir vide. Daniel se tenait là, trempé, sa veste de costume collée à lui. Il semblait vidé, ses yeux hagards. « Émilie, s'il te plaît. » La sécurité serait là dans quelques minutes si j'appuyais sur le bouton d'alarme. Je ne l'ai pas fait. Je me contentais de le regarder. « Tu ne devrais pas être ici. » « Je sais, je sais. » Il passa une main tremblante dans ses cheveux mouillés. « Je voulais juste. Je devais te voir. Pour expliquer. » L'affidavit a expliqué tout ce que j'ai besoin de savoir. C'était juridique, les mots de Henderson. Ça. C'est moi. Il fit un pas de plus, l'odeur de la pluie et du whisky éventé m'atteignant. Tu penses que je voulais tout ça? Le fond, les règles. J'étais piégé. Tu avais une clé et un acte signé te donnant tout le pouvoir, Daniel. Ce n'est pas un piège. C'est un royaume. C'est une cage dorée. S'emporta-t-il, la voix brisée. Tu ne comprends pas ma famille. Ce ne sont pas juste des dîners le dimanche. C'est tout. Mon boulot chez Gibson Finch, le partenaire de golf de mon père et l'associé gérant. Mon fonds fiduciaire n'est débloqué qu'avec la maturité. Leur définition. C'est elle, l'exécutrice. Si je sors des rangs, si je leur fais honte, l'argent s'arrête. Les recommandations s'arrêtent. Je ne suis plus personne. Il pleurait maintenant et des larmes pathétiques et colériques se mélangeant à la pluie sur son visage. Il t'aimait parce que tu réussissais. Tu présentais bien sur le papier. Mais tu devais être intégré, géré. Le plan de Jessica était toujours de t'adoucir, de te faire te concentrer sur la famille pour que tu ne regardes pas de trop près les finances. Moi. Et quand tu as riposté à la fête, mon Dieu, c'était comme si tu avais déclaré la guerre à tout leur système. J'ai dû choisir, eux ou toi. La vérité brute et laide de tout cela flottait dans l'air stérile du bureau. Pas une grande conspiration de haine, mais une pathétique machine de contrôle. Alors tu as choisi l'argent, dis-je, sans plus aucune colère, juste une clarté froide. J'avais peur, sanglota Théil. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Être pauvre avec toi? Galérer? Je n'ai jamais eu à galérer. Tu es forte. Tu t'es construite seule. Moi. Je ne suis qu'un produit.
Un produit qu'ils étaient prêts à rappeler s'il dysfonctionnait. Je comprenais enfin l'homme devant moi. Pas un méchant, un otage. Un otage faible et lâche qui avait choisi ses geôliers plutôt que sa liberté. Et maintenant, demandai-je. Il leva les yeux, un espoir désespéré dans le regard. Parce que maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Maintenant, je peux te choisir. On peut recommencer à zéro. Pour de vrai cette fois. Pas de famille, pas de règles. Juste nous. L'audace était époustouflante. Il voyait la destruction de sa cage dorée non pas comme une conséquence de ses actes, mais comme une opportunité de revanche avec moi, celle qui, dans son esprit, avait commodément à la fois causé la destruction et restait là comme un prix de consolation. Laisse-moi bien comprendre, dis-je lentement, en prenant mon sac. Tu as conspiré pour m'escroquer. Tu as laissé ta famille me maltraiter. Tu ne viens me supplier qu'après que j'ai passé un bulldozer financier sur ta vie. Et tu penses que c'est une fondation pour un nouveau départ? C'est une page blanche. Nous avons tous les deux été punis. Nous sommes quittes. Nous ne sommes pas quittes, dis-je, la voix basse et définitive. Tu as été puni pour avoir été un tricheur et un lâche. J'ai été récompensé pour t'avoir survécu. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de nous. Il y a toi, seul, affrontant enfin les conséquences d'avoir bâti ta vie sur l'argent et les attentes des autres. Et il y a moi, qui m'en vais. L'espoir dans ses yeux mourus, remplacé par une rage frénétique et acculée. Tu es vraiment si froide? Après tout ce que nous avons eu? Tu vas juste prendre l'argent et t'enfuir? Oui, dis-je simplement, passant devant lui vers l'ascenseur. C'est exactement ce que je vais faire. Il me saisit le bras, sa prise trop serrée. Tu ne peux pas. Tu me dois ça. Tu me dois une chance. Je regardai sa main, puis son visage. Lâche-moi tout de suite. Quelque chose dans mon ton, l'absence absolue de peur, le mépris complet le fit reculer. Il me relâcha comme s'il s'était brûlé. Tu le regretteras, murmura-t-il, le venin revenant. Tu seras seul, et tu te rendras compte de ce que tu as gâché. Je montai dans l'ascenseur et me tournai pour lui faire face alors que les portes commençaient à se fermer. Il n'était plus qu'une silhouette ratatinée et trempée, empreinte de pitié et de dépit, dans le couloir vide. J'étais déjà seul, Daniel, dis-je doucement. J'étais seul dès l'instant où je t'ai dit oui. Être seul tout court est une amélioration. La porte se ferma, coupant un visage stupéfait et furieux. L'ascenseur descendit dans un silence paisible. Je ne ressentais aucune pitié, aucun amour persistant, seulement une distance profonde et reconnaissante. Il était brisé, mais ce n'était pas à moi de le réparer. Il était simplement une leçon apprise dans son intégralité et, enfin, bénie soit-elle, terminée. Le panneau vendu sur la maison de ville de Lincoln Park était un petit drapeau de victoire satisfaisant. Les documents finaux de la clôture étaient dans ma mallette. Mon agent immobilier, une femme vive nommée Maria, me remit les clés de mon nouveau condo, un espace élégant et moderne dans le West Loop sans histoire, sans fantôme. Tout à toi, Émilie. Page blanche. Page blanche, acquiesçai-je, les mots sonnant juste. De retour dans mon appartement temporaire, les cartons étaient à moitié faits. Mon ordinateur portable était ouvert sur un document de plan d'affaires intitulé Equity Partnership Initiative. Le commentaire de Chloé apparaissait dans les modifications, trop vague. Appelle ça pour ce que c'est, le projet contrat de mariage. Ça fait peur aux mauvaises personnes, ça donne du pouvoir aux bonnes. Je souris et fis le changement. Mon téléphone vibra. C'était Marc, le collègue qui m'avait envoyé les premiers SMS accablant sur Daniel. J'ai vu le panneau vendu. J'ai entendu dire que tu lances quelque chose de nouveau. Gibson Finch vient de mettre Daniel en congé administratif. Officiellement pour raisons personnelles, officieusement les associés pensent qu'il est un risque et une blague. Les SMS de vantardise ont circulé après ton article dans Crin S. Je répondis, merci pour les nouvelles. La nouvelle entreprise s'appelle le projet contrat de mariage, un fonds de ressources juridiques. Tu connais peut-être des gens dans la finance qui voudraient conseiller? On a besoin de membres au conseil d'administration qui ont vu le côté moche de l'argent de famille. Sa réponse fut immédiate, j'en connais quelques-uns. Ils appelleront ça de la gestion du risque de réputation. Moi j'appellerai ça le karma. Compte sur moi.
On sonna à la porte. Je n'attendais personne. Par l'œilleton, je vis une jeune femme, la vingtaine, l'air anxieuse. J'entr'ouvris la porte. Emily Lawson, demanda-t-elle, en se tordant les mains. Oui. Je m'appelle Kara. J'étais censée être la nouvelle assistante de Jessica Wright au bureau familial. Le poste est tombé à l'eau la semaine dernière. Elle a dit que le poste était supprimé pour restructuration en point. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai entendu parler de vous par une amie d'amis. Elle a dit que vous compreniez les Wright. Je reculai pour la laisser entrer. Qu'est-ce qui s'est passé, Kara? Elle s'assit sur un carton de déménagement, son histoire se déversant. Le job était un rêve, bon salaire, avantage. Puis, la veille de son premier jour, Jessica l'a appelée. Elle a dit qu'il y avait eu un changement. Le poste comportait maintenant une composante de service familial. On attendait d'elle qu'elle fasse des courses personnelles pour elle, sa mère, parfois même Daniel, récupérer le pressing, organiser des fêtes, gérer leurs agendas personnels. C'était beaucoup, mais j'avais besoin du travail. J'ai accepté. Elle regarda ses mains. Puis elle m'a envoyé un accord de confidentialité par email. C'était dément. Ça disait que je ne pourrais jamais discuter de mes tâches professionnelles, de la vie privée de la famille ou de leurs affaires financières avec qui que ce soit pour le reste de ma vie. La pénalité était genre 10 fois mon salaire annuel. Je l'ai montré à mon oncle, qui est avocat. Il m'a dit de fuir. Il a dit que c'était un procès assuré et qu'il s'en servirait pour m'enterrer si jamais je sortais du rang. Je ressentis une fureur froide. Jessica remplaçait simplement une aide par une autre, cette fois avec une employée légalement bâillonnée. Tu as été intelligente de partir. Mais je n'ai plus de travail et j'ai peur, murmura Kara. Elle était tellement en colère quand j'ai refusé. Elle a dit que je ne travaillerais plus jamais dans cette ville. Pensez-vous? Pourrait-elle faire ça? Je pensais au chèque de 50 000 $ d'Eleanor, toujours non encaissé dans mon tiroir. Une idée, nette et précise, se forma. Non, Kara, elle ne peut pas. Et je lance une organisation qui va, entre autres, aider les gens poussés vers ce genre d'accord coercitif. On va avoir besoin d'une coordinatrice de programme, quelqu'un qui comprend la pression. Le salaire ne sera pas au niveau de la famille Wright, mais l'accord de non-divulgation ne couvrira que la vie privée de nos donateurs, pas ton droit de respirer. Ses yeux s'agrandirent, se remplissant d'espoir et d'incrédulité. Sérieusement? Sérieusement. Envoie ton CV à mon avocate, Chloé Klein. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Je griffonnai l'email de Chloé sur un bloc-notes. Considère ceci comme ta première leçon sur un lieu de travail sain, personne ne devrait posséder ton silence. Après son départ, rayonnante de soulagement, j'ouvris à nouveau mon ordinateur. Je naviguai vers le site du secrétaire d'État de l'Illinois et commençai à remplir les statuts constitutifs du projet contrat de mariage. Mon téléphone sonna. Chloé, salut. Je viens de recevoir un email intéressant d'une certaine Kara Jennings. Travaille vite. Je l'aime bien. Plus important encore, je viens d'avoir au téléphone la journaliste du Tribune qui a fait le premier article. Elle veut un suivi. Pas sur le scandale, sur ce qui vient après. Sur ta nouvelle entreprise. Elle appelle ça de la crise personnelle au but public et point. Je m'adossai à ma chaise, regardant l'horizon de Chicago. Le passé était un registre clos. L'avenir était une page blanche, et je tenais enfin le stylo. Organise l'interview, dis-je. Racontons l'histoire que nous voulons raconter. Le titre du Tribune titrait « Des fiançailles rompues financent un nouveau départ, une architecte lance un fonds juridique pour les victimes d'abus financiers ». Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer de la matinée, des messages d'anciens collègues offrant leur soutien, quelques-uns de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, et 3 offres de donateurs potentiels pour le projet contrat de mariage. Chloé appela en milieu de matinée. L'article est parfait. Il te présente comme une survivante, pas une victime. Une solutionneuse de problèmes. On a déjà eu 2 demandes sérieuses des médias pour que tu viennes parler à des conférences sur le leadership féminin. C'est rapide, dis-je, en regardant mon appartement presque vide. Les cartons pour le nouveau condo étaient empilés près de la porte. C'est la bonne histoire au bon moment, répondit-elle. Maintenant, l'appel le plus difficile, l'avocat de Daniel, Henderson.
Il demande une dernière réunion. Dit que son client veut rendre des effets personnels. Je pense que c'est un dernier plaidoyer pour la clémence avant que l'enquête de la SEC ne s'approfondisse. Tu veux que je m'en occupe? Je pensais à la silhouette brisée et trempée de Daniel dans mon bureau. Le café bouillonnait de l'agitation de midi. Daniel arriva seul, l'air diminué. Il portait une petite boîte en carton. Il s'assit en face de moi, sans croiser mon regard, posant la boîte sur la table entre nous. Tes affaires, marmonna-t-il. Quelques livres. Cette écharpe que tu as laissée chez mes parents à la dernière fête de l'Action de grâce. Merci, dis-je, d'une voix neutre. Je ne touchai pas la boîte. Il finit par lever les yeux, le regard hanté. L'article du Tribune. Je l'ai lu. J'attendis. Tu me fais passer pour un monstre. J'ai cité des faits et des documents juridiques, Daniel. C'est toi qui as fourni le récit. Il tressaillit. Il me pousse vers la sortie chez Gibson Finch. Séparation mutuelle. L'ami de mon père n'a pas pu me sauver. Les associés ont dit que mon manque de jugement imposait un risque de réputation. Un rire amer lui échappa. Toute ma vie, on m'a dit de protéger la réputation de la famille. Maintenant, c'est moi qui suis le risque de réputation. Il n'y avait aucune satisfaction dans sa chute, seulement une profonde tristesse pour la vie qu'il n'avait jamais eu le courage de revendiquer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pars dans l'Ouest. Le Montana. Un copain a un ranch. Travail manuel. Pas de finances, pas de famille, pas d'attente. Il fixa son café intact. Je suis désolé, Émilie. Pas seulement pour l'arnaque. Pour ne pas avoir été l'homme que tu pensais que j'étais. Pour n'avoir même pas essayé de l'être. C'était la première chose vraie, sans phare, qu'il m'ait jamais dite. Pas d'excuses, pas de reproches à sa famille, juste un constat d'échec. J'accepte tes excuses, dis-je doucement. Et je le pensais. La colère était partie. Tout ce qui restait était de la clarté. Il acquiesça d'un coup de tête et se leva pour partir. Il hésita, regardant la boîte. Il y a une enveloppe là-dedans aussi. De la part de ma mère. Elle m'a demandé de te la donner. Je ne l'ai pas ouverte. Puis il disparut, se fondant dans la foule sur le trottoir. Je soulevai le rabat de la boîte. Sur l'écharpe pliée se trouvait une enveloppe de lin épais. À l'intérieur, un mot manuscrit d'Eleanor et un chèque de banque de 25 000 $. Le mot était court, Émilie, ceci ne vient pas de la famille. Ceci vient de moi, pour ton projet. Un petit pas vers la réparation de ce qui ne peut être réparé. Ne réponds pas. Chloé se glissa sur le siège vacant. C'est quoi? Le capital de départ pour le projet contrat de mariage, dis-je, en lui montrant le chèque d'Eleanor Wright. Les sourcils de Chloé montèrent en flèche. De l'argent pour la conscience. Mais de l'argent tout de même. Ça couvrira notre budget de fonctionnement de la première année. Ironique, non? Poétique, corrigeai-je, en rangeant le chèque. Leur système a créé le problème. Maintenant, ils financent la solution. Mon téléphone vibra avec une alerte de calendrier, 15 heures. Visite finale, condo Westlop. Je me levai, laissant la boîte de mon ancienne vie sur la table du café. Je ne pris que l'enveloppe. Prête à aller voir l'avenir, demandai-je à Chloé. Elle sourit, passant son bras sous le mien. Ma chérie, l'avenir n'attendait que toi pour se montrer. Alors que nous sortions dans l'après-midi ensoleillé, mon téléphone sonna à un numéro avec l'indicatif 415. San Francisco. Allô? Emily Lawson? Ici David Chin de Sanford Partners Venture Capital. Nous avons lu un article sur le projet contrat de mariage dans le Tribune. Nous avons une branche philanthropique qui se concentre sur la justice économique pour les femmes. Nous aimerions discuter d'une subvention importante. Auriez-vous du temps pour un appel la semaine prochaine? Je regardais Chloé, qui m'observait avec un sourire entendu. La ville s'étendait devant nous, pleine de bruit, de lumière et de possibilités. Oui, dis-je dans le téléphone, ma voix ferme et assurée. La semaine prochaine, c'est parfait. Un an plus tard, le centre de convention de San Diego bourdonnait de l'énergie de 1000 professionnels. Le sommet annuel Femmes, Fortune et Bien-être battait son plein.
En coulisses, j'ajustais le micro sur mon revers, mes notes n'étant plus qu'une pensée lointaine. Le titre de mon discours d'ouverture était projeté sur un écran géant derrière le pupitre, le contrat de mariage, au-delà de la paperasse, concevoir des partenariats de véritable équité. Une main toucha mon épaule. Chloé, impeccable dans un costume cintré, me sourit. Pas le moins du monde, dis-je, et c'était vrai. Les nerfs qui accompagnaient autrefois l'idée de parler en public avaient été consumés dans un incendie bien plus ardent. Bien, parce que la salle est pleine à craquer. J'ai vu 3 journalistes et au moins 2 donateurs potentiels à 7 chiffres au premier rang. Oh, et ton nouveau petit ami architecte rôde près de la station de café avec un air insupportablement fier. Une bouffée de bonheur chaleureuse se répandit en moi. Michael, un ingénieur en structure que j'avais rencontré lors d'une réunion d'urbanisme il y a 6 mois. Son premier cadeau avait été un jeu de plans pour une cabane dans les arbres qu'il voulait construire pour sa nièce. Pas de clause cachée, pas de fond secret, juste des lignes claires et honnêtes. Le régisseur de scène me fit signe. J'avançai sous les projecteurs. Les applaudissements furent une vague chaleureuse. Je repérai le visage de Michael dans la foule, son sourire facile étant une encre silencieuse. Merci, commençai-je, ma voix claire dans la vaste salle. Il y a un peu plus d'1 an, je me tenais sous un autre type de projecteur. C'était la lumière d'un lustre en cristal lors de ma propre fête de fiançailles. Et sous cette lumière, on m'a donné une description de poste pour ma vie future. Elle était accompagnée d'une liste de devoirs, d'un calendrier de service, et d'une absence stupéfiante de salaire ou de partenariat. Un murmure de rire complice parcourut l'auditoire. J'ai posé 2 questions ce soir-là, continuai-je. Quelles sont les règles? Et quel est le rôle de mon partenaire? Les réponses que j'ai obtenues, ou plutôt, le silence et les dérobades que j'ai obtenues m'ont coûté des fiançailles, mais ils m'ont acheté quelque chose de bien plus précieux, la clarté. Je cliquai sur la première diapositive. Ce n'était pas un document juridique, mais un simple diagramme de veine. Un cercle était étiqueté vos actifs, l'autre les actifs de votre partenaire. Le centre, là où ils se chevauchent, était étiqueté vision commune et objectifs mutuels. On parle des contrats de mariage comme des plans de décès pour l'amour, comme si le fait de reconnaître la réalité de l'argent polluait d'une manière ou d'une autre la pureté de l'émotion. Mais ce qui pollue un partenariat, ce n'est pas une conversation sur les actifs. C'est la présomption des actifs, du travail, du temps, de la charge émotionnelle. C'est le livre de règles tacites écrit par quelqu'un d'autre que vous êtes juste censé suivre pour garder la paix. Point. Je vis des têtes acquiescées, particulièrement parmi les femmes plus âgées. Mon organisation, le projet contrat de mariage, n'aide pas seulement les gens à rédiger des documents juridiques. Nous les aidons à rédiger des conversations honnêtes. Nous animons des ateliers où les couples cartographient non seulement leurs finances, mais aussi leurs attentes. Qui gère la charge mentale quotidienne? Comment les responsabilités familiales sont-elles partagées? À quoi ressemble réellement le soutien quand la carrière de l'un exige des semaines de 80 heures? Un véritable partenariat n'est pas un contrat de servitude silencieux, c'est une négociation de respect bruyante, continue, et parfois désordonnée. Pendant les 45 minutes suivantes, j'entremêlais les données et mon histoire personnelle. Je parlais de l'abus financier caché que nous avions découvert au cours de notre première année et les dettes dissimulées, les maisons hypothéquées en secret, les fonds fiduciaires avec des conditions attachées comme des fils de marionnettes. Je parlais de Cara, désormais notre brillante directrice de la sensibilisation, qui nous avait aidé à élaborer des ressources spécifiquement pour les employés poussés vers des accords de service personnel contraires à l'éthique. Je ne nommais pas les rights. Je n'en avais pas besoin. L'architecture du contrôle était familière à suffisamment de personnes dans la salle. La prison la plus dangereuse, dis-je, en baissant la voix, est celle dont vous ne savez pas que vous y êtes. Celle décorée d'amour et de tradition, où les verrous sont faits de culpabilité et où la clé est étiquetée et compromis. Ma mission est de donner aux gens les outils pour inspecter les murs avant d'emménager. Pour construire des relations avec des fondations claires et des murs porteurs de respect mutuel, pas des trappes cachées d'obligations. Alors que je terminais, les applaudissements furent tonitruants, une force physique. Je quittais la scène vibrante, non pas d'adrénaline, mais de détermination. Des mains se tendaient vers moi, des cartes de visite étaient pressées dans ma paume. Émilie, c'était phénoménal. Une femme en blazer chic m'intercepta. Je suis Lorraine, de la fondation de la famille Schmitt. Nous devons parler.
Votre modèle est exactement ce que notre comité d'attribution des subventions recherche. Pendant que je parlais avec Lorraine, j'aperçus une silhouette familière et affalée près de la sortie de secours. Daniel. Il m'observait, son expression illisible à cette distance. Il semblait plus mince, marqué par le temps. Il croisa mon regard une brève seconde, puis se tourna et poussa la porte, disparaissant dans le couloir. Il n'y avait pas de douleur, pas de colère, juste un faible écho d'une leçon apprise. Il était un fantôme d'un chapitre clos. Je portais à nouveau toute mon attention sur Lorraine. Je serais ravi d'organiser une réunion. Laissez-moi vous mettre en contact avec ma collègue, Chloé Klein. Elle s'occupe de notre développement. Le reste de l'après-midi fut un tourbillon de rencontres et de conversations. Enfin, m'échappant dans un coin tranquille avec Michael et Chloé, je poussai un long soupir. « Tu as tout déchiré, dit Michael, en me serrant la main. Je n'avais aucune idée que tu étais si impressionnante devant une foule. Je te l'avais dit Chloé, en sirotant son eau pétillante. C'est une force de la nature avec un diplôme de droit sous le coude. La Fondation Schmitt? C'est énorme. C'est un début, dis-je, mais je souriais. Le travail prenait de l'ampleur, menant sa propre vie. Cela semblait juste. Plus tard, dans ma voiture de location, la Pacific Coast Highway s'étendait devant moi. J'avais une semaine avant la prochaine réunion du conseil, une semaine de route ouverte, de vue sur l'océan et de silence. Mon téléphone, désormais libéré des alertes constantes, sonna. C'était Michael. Et sa voix chaleureuse emplit la voiture. Je voulais juste te dire que tu me manques déjà, et t'annoncer que j'ai obtenu les permis pour le projet de centre communautaire. On commence les travaux le mois prochain. C'est génial. Félicitations. Ça l'est. Écoute, je sais que tu es dans ton aventure en solo, et je suis tellement fier que tu la fasses, mais quand tu reviendras. Je me disais. Chez moi, il y a une vue plutôt pas mal, et tu n'es jamais à ton condo parce que tu es toujours au bureau du projet. Peut-être que tu pourrais laisser une brosse à dents chez moi. Comme un test pour la brosse à dents. Je ris, un son facile et libre. C'était une demande simple et vulnérable, une question, pas une exigence. J'aimerais beaucoup, dis-je. Un test pour la brosse à dents. On pourra négocier les conditions du droit au pliage des serviettes plus tard. Nous parlâmes encore quelques minutes, une discussion facile, confortable, de tout et de rien. Après avoir raccroché, je ressentis un contentement profond et stable. Pas l'euphorie vertigineuse d'un nouvel amour, mais la chaleur constante d'un lien qui ressemblait à un choix, pas à une chaîne. Je me garai sur un belvédère panoramique. Le soleil commençait sa lente descente dans l'immense Pacifique scintillant. Je sortis, le vent salé fouettant mes cheveux. Je cherchai sur le siège arrière et en sortis une petite boîte ignifugée verrouillée. Je l'avais apportée avec moi depuis Chicago. À l'intérieur se trouvait l'affidavit, la confession signée de Daniel, le symbole de ma leçon la plus dure. Je ne l'ouvris pas. Je marchai jusqu'au bord de la falaise, le rugissement des vagues en contrebas étant un son puissant et purifiant. Je tins la boîte un long moment, sentant son poids. Puis, avec une finalité calme, je ramenai mon bras en arrière et la lançai au-dessus du vide. Elle tourbillonna, un minuscule carré sombre contre l'immense ciel orangé, avant d'être englouti par l'océan. C'était fini. Vraiment fini. De retour au volant, je tournai la clé. Le moteur vrombit. Je jetai un coup d'œil au siège passager où reposait un dossier épais, la proposition de subvention pour la Fondation Schmitt, des notes pour notre prochaine clinique, un croquis que Michael avait griffonné d'une cabane dans les arbres ridicule et parfaite. Je souris, passai la vitesse et m'insérai à nouveau sur l'autoroute, la route infinie se déroulant devant moi sous le ciel grand ouvert. J'étais seul, mais je n'étais pas isolé. J'étais libre, et j'étais en train de construire une vie où ma valeur n'était pas un sujet de débat, mais une pierre de fondation. L'avenir n'était pas un ensemble de règles écrites par d'autres, c'était un littoral que je cartographiais pour moi-même. Mile après glorieux mile inexploré.